Chunk. 1. Et puis j'ai rêvé d'un monologue sur un type nerveux, et je me suis levé, et j'ai écrit le reste du monologue, et je l'ai fait au Tonight Show. Don Knotts a fait rire l'Amérique pendant des décennies dans le rôle du sympathique Barney Fife. Mais ce que sa fille a trouvé dans ses écrits privés a tout changé. Derrière le célèbre sourire se cachait une enfance si violente qu'elle le hanterait à jamais. Son propre père lui a tenu des couteaux sous la gorge alors qu'il n'était qu'un enfant. Il était secrètement accro aux médicaments sur ordonnance et ne pouvait pas sortir du lit avant des représentations importantes. Ses mariages se sont effondrés sous le poids de sa dépression cachée. L'homme qui faisait sourire tout le monde cachait une douleur si profonde qu'elle a failli le détruire. Don Knotts est né le 21 juillet 1924 à Morgantown, Virginie-Occidentale. Il était le plus jeune de 4 fils et est arrivé 14 ans après son frère aîné le plus proche. Ses parents venaient de perdre leur ferme un mois plus tôt, contraints de s'installer dans une pension de famille après que la Grande Dépression les ait anéantis. Don a admis plus tard qu'il était venu au monde sans grand espoir. Sa famille était déjà épuisée, ruinée financièrement et vidée émotionnellement. Dès le début, son arrivée ressemblait plus à un fardeau qu'à une bénédiction. Le père de Don, William Knotts, souffrait de schizophrénie, d'alcoolisme et d'une affection qu'on appelait autrefois la cécité hystérique. Quand Don était encore un enfant, son père tombait dans des rages violentes. Il criait des menaces, clouait Don au mur et agitait des couteaux sur lui. Parfois, il pressait même des lames contre la gorge de Don. Ces moments ont commencé quand Don n'avait que 2 ou 3 ans. Son père a été hospitalisé plus d'une fois avant d'être placé dans un établissement. Il est mort quand Don avait 13 ans. La terreur de ses premières années ne l'a jamais complètement quitté. Adulte, Don a lutté contre l'anxiété et une profonde dépression, cherchant toujours la sécurité qu'il n'a jamais connue enfant. La maison était petite et dangereuse. Don dormait dans la cuisine et le chemin vers le reste de la maison passait juste devant le salon où son père était souvent allongé sur le canapé. Les voyages nocturnes ressemblaient à un jeu de vie ou de mort. Si son père bougeait, Don pouvait être accueilli avec un couteau ou des menaces criées. Il vivait dans une peur constante. Sa mère lui a demandé une fois s'il se souvenait de l'époque où son père lui avait tenu un couteau sous la gorge. Chunk. 2. Il n'a rien dit, mais les souvenirs étaient toujours là. Don est devenu pâle, souvent malade, et avait peur de se déplacer dans sa propre maison. Ses frères aînés n'offraient aucune protection. Ils avaient eu plus de 10 ans de plus et étaient déjà piégés dans l'alcoolisme. Au lieu d'aider Don, ils se moquaient de lui, le taquinaient et le laissaient se sentir seul. Un frère, surnommé Shadow, faisait des blagues cruelles et est mort jeune. On ne se souvient de lui que pour ses méfaits. Don n'avait pas seulement peur, il se sentait indésirable. Il n'avait pas d'espace sûr, ni de son père, ni de ses frères, ni même dans son propre esprit. Mais même dans cette profonde tristesse, Don a trouvé des moyens de s'échapper. Il a commencé à créer des personnages, à faire des voix et à jouer dès son jeune âge. Il a construit un mannequin nommé Danny et l'a utilisé pour divertir tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Cela lui donnait un petit sentiment de pouvoir, un moyen de se connecter et un endroit pour se cacher. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est même produit avec Danny pour les soldats du Pacifique. Mais plus tard, il a admis qu'il détestait le mannequin. Un jour, après un spectacle, il a jeté Danny par-dessus bord et a dit qu'il était porté disparu au combat. Ce moment a marqué un tournant. Don voulait se produire tant que lui-même, pas derrière une marionnette. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires 1942 et n'a pas perdu de temps. Quelques semaines après avoir eu 18 ans, il a pris un bus pour New York avec Danny à la main. Il croyait qu'il était prêt pour la célébrité, mais la ville n'était pas d'accord. Son numéro est tombé à plat. Les agents de casting n'ont pas été impressionnés. Avec peu d'argent et pas de travail, il est retourné à Morgantown tranquillement. Il a nettoyé des poulets dans une épicerie et a essayé de se remettre de l'embarras. Mais même dans la défaite, il s'est accroché à son rêve.
1943. Don a été enrôlé dans l'armée. Chunk. 3. Il pesait une livre de moins que la limite de poids, mais il a signé une dérogation et y est allé quand même. Il a rejoint la branche des services spéciaux où il s'est produit pour les soldats dans un spectacle de variété appelé Stars and Gripes. Il a commencé avec Danny, mais s'est vite rendu compte que la ventriloquie n'était pas son avenir. Après les encouragements de ses collègues artistes, il a complètement abandonné et s'est concentré sur la comédie. Il a peaufiné son personnage nerveux et agité qui deviendrait un jour sa marque de fabrique. Au moment où il a quitté l'armée 1946, il avait gagné plusieurs médailles et trouvé une voix qui lui semblait vraiment la sienne. De retour chez lui, il s'est inscrit à l'Université de Virginie-Occidentale et s'est lancé à fond dans le théâtre. L'école n'offrait pas de spécialisation art dramatique. Il a donc étudié l'anglais, tout jouant dans toutes les pièces qu'il pouvait. Il a obtenu son diplôme 1948. À cette époque, il est tombé amoureux de Catherine Metz, la fille d'un pasteur baptiste. Ils se sont mariés 1947 dans une petite église de Wheeling. À l'époque, Don n'était pas célèbre. Le mariage a à peine fait la une des journaux locaux, mais le mariage lui a donné de la force et Catherine a soutenu ses rêves les plus fous, même quand il n'avait rien. 1949, Don a emprunté 100 $ et a retenté sa chance à New York. Cette fois, il avait de l'expérience, des amis militaires et une femme qui croyait lui. Ce n'était toujours pas facile. Le rejet était fréquent, mais il a décroché un petit rôle à la radio tant que Wendy Wales dans le Bobby Benson Show, jouant un vieux cow-boy craquant. L'émission a duré 6 ans. De là, il a décroché des contrats dans de petits clubs et des feuilletons. De 1953 à 1955, il a joué un jeune homme profondément troublé dans le feuilleton. Le feuilleton Search for Tomorrow. Le personnage était si endommagé qu'il ne parlait à personne d'autre qu'à sa sœur. C'était le seul rôle dramatique de Don et, étrangement, il y était brillant. Semaine après semaine, il a donné des performances directes dans une émission qui était diffusée alors que la plupart des émissions de télévision n'étaient même pas encore enregistrées. Le salaire n'était pas énorme, mais il était régulier. Pour un jeune acteur au début des années 1950, cela signifiait tout. Cette émission a donné à Don non seulement de l'argent, mais aussi de la sécurité et lui a donné l'espace nécessaire pour rêver de faire quelque chose de très différent. 1956, ce rêve a été mis lumière lorsque Don a rejoint le Steve Allen Show. C'était un spectacle de variété chaotique et rapide qui attirait des millions de téléspectateurs et Don s'est démarqué tout de suite. Il ne criait pas, ne chantait pas et ne racontait pas de blagues bruyantes. Chunk 4, il jouait quelqu'un d'effrayé, terrifié fait. Il est devenu le type tremblant dans les interviews, le chirurgien aux mains tremblantes, le pauvre type chargé de remettre les goupilles dans les grenades à main. Les spectateurs ne pouvaient pas détourner le regard. Ses yeux s'écarquillaient, sa voix se brisait et, soudain, la nervosité était drôle, vraiment drôle. Ce personnage, l'homme nerveux, lui est resté toute sa vie. C'est devenu ce qu'il était pour le public. Chaque fois qu'il bégayait et paniquait à l'écran, les gens riaient plus plus fort. C'était plus qu'un simple succès. C'est devenu sa signature. Ce que les fans ne savaient pas, c'est que la peur n'était pas qu'un simple numéro. Don était vraiment nerveux. Dehors de l'écran, son anxiété était si intense qu'avant les grandes représentations, il ne pouvait parfois pas sortir du lit. La peur le frappait comme un mur. Il a consulté des thérapeutes, a tout essayé pour la gérer, mais elle n'a jamais complètement disparu. Ce qui faisait rire le public le faisait souffrir. Pourtant, il s'est surpassé encore et encore. Sa plus grande force tant qu'artiste, sa présence scénique nerveuse et incertaine, était enracinée dans une réelle douleur. Cette vulnérabilité donnait de la profondeur à ses personnages. Ils n'étaient pas seulement stupides, ils étaient humains. Le plus grand tournant est survenu 1955. Don a décroché un petit rôle dans une comédie de Broadway intitulée No Time for Sergeants.
Elle mettait vedette Andy Griffith, un comique du Sud au charme naturel. Le rôle de Don était bref, mais ce qui s'est passé dans les coulisses allait tout changer. Lui et Andy ont accroché. Au cours de cet spectacle, ils sont devenus des amis proches. Lorsque la pièce est devenue un film 1958, Dawn a suivi. Cette connexion n'a pas seulement conduit à plus de travail, elle a conduit à The Andy Griffith Show. Lorsque The Andy Griffith Show a commencé en 1960, il n'y avait aucun plan pour un adjoint maladroit. Chunk 5. Mais Don Knotts avait d'autres idées. Il venait de quitter le Steve Allen Show et a vu le pilote. Juste après l'avoir regardé, il a appelé Andy Griffith et a dit « Tu vas être un shérif, tu auras besoin d'un adjoint. » Andy lui a dit d'appeler le producteur, Sheldon Leonard. Et voilà, Don était dedans. Quelques semaines, le monde a rencontré Barney Fife, l'adjoint trop sûr de lui qui ne portait qu'une seule balle dans la poche de sa chemise. Dès le deuxième épisode, Andy a réalisé quelque chose d'important. Ce petit homme étrange pourrait bien être la vraie star de la série. Leur alchimie a fonctionné instantanément. Des années plus tard, TV Guide a désigné Barney Fife comme le 9e plus grand personnage de télévision de tous les temps. Entre 1960 et 1965, Don Knotts a remporté 5 Emmy Awards pour avoir joué Barney. Il a gagné 1961, 1962, 1963, 1966 et 1967. À l'époque, aucun autre acteur de soutien dans une comédie n'avait jamais fait cela, même si des stars comme George C. Scott et Robert Redford étaient partout. L'adjoint anxieux et aux yeux globuleux de Don continuait de les battre. Il peignait une clôture dans son jardin lorsqu'il a reçu l'appel concernant sa première nomination. Il a dit plus tard « J'ai toujours été un perdant préparé ». Mais année après année, il a continué à gagner. 2025, personne n'a égalé sa série de victoires. Andy Griffith voulait à l'origine être le plus drôle, mais pendant le deuxième épisode, Manhunt, il a vu combien l'émission était plus forte lorsque Don jouait le fou et qu'il jouait le rôle de l'homme droit. Andy a dit plus tard « J'ai su dès cet épisode que Don devrait être le comique et que je devrais jouer le rôle de l'homme droit. Cela a fait toute la différence. » Ce changement a tout façonné. Il a donné à Don l'espace dont il avait besoin pour être bruyant, nerveux et hilarant pendant qu'Andy se tenait calmement à côté de lui. Leur timing est devenu un modèle pour les sitcoms qui ont suivi. Les rires sont venus plus vite et le lien entre les personnages s'est senti réel. L'émission n'était pas seulement drôle, c'était un succès. De 1960 à 1968, The Andy Griffith Show n'est jamais tombé dessous de la 7e place dans les cotes d'écoute Nielsen. Lors de sa dernière saison, elle a terminé tant que première émission Amérique. Chunk 6. Seuls I Love Lucy et Seinfeld ont fait cela. Barney n'était pas seulement un autre personnage secondaire. Il est devenu le visage que tout le monde aimait. Les gens se sont connectés à lui si profondément que certains fans ont même déménagé dans la ville natale d'Andy, Mount Airy, juste pour se sentir plus proche du monde de Mayberry. 1998, 5 millions d'Américains regardent encore l'émission tous les jours. Caroline du Nord, Mayberry Days rassemble encore des fans chaque année. Dans les coulisses, cependant, la vie de Dawn était beaucoup plus difficile. Dans les années 1950, avant même Mayberry, les médecins lui ont prescrit des médicaments contre l'anxiété. Il avait des crises de panique et des craintes constantes pour sa santé, ce qui a conduit à une dépendance silencieuse aux médicaments sur ordonnance. Au pire, il ne pouvait même pas sortir du lit pour les spectacles. Il a pris trop de somnifères une fois par accident. Sa vie personnelle a pris un coup. Ses mariages et sa famille ont souffert. Mais il s'est défendu. Après une alerte de santé et un avertissement sévère de sa 3e femme, il a arrêté les pilules d'un coup sec. Il a également quitté The Andy Griffith Show 1965. Ce faisant, il s'est éloigné du rôle qui l'aidait à masquer la peur qu'il portait lui. Don n'est pas parti sans plan.
Il pensait que l'émission se terminerait après la saison 5, il a donc signé un contrat de 5 films avec Universal Pictures, mais Andy a décidé de continuer. À ce moment-là, il était trop tard. Don s'était engagé. Les fans n'ont pas bien pris le changement. Jerry Van Dyke a essayé de combler le vide, mais personne ne pouvait remplacer Barney. Don est revenu 1966 et 1967 pour des apparitions tant qu'invité, et il a remporté 2 autres Emmys pour celle-ci enceinte. Cela a porté son total à 5, toujours le record pour un seul rôle comique de soutien. La grande percée cinématographique de Don est survenue 1964 avec l'incroyable Mr. Limpet. Il mélangeait animation et action réelle, Don jouant un homme timide qui se transforme poisson et aide la marine à combattre les sous-marins allemands. Les critiques étaient incertains, mais les gens ont adoré. Au fil du temps, il est devenu un classique culte grâce aux rediffusions télévisées. Chunk 7. Lew Wasserman d'Universal a été tellement impressionné qu'il a offert à Don un contrat à long terme. Ce seul film a prouvé que Don pouvait vendre des billets sans Barney Fife. À partir de 1966, Don a joué dans une série de comédies à succès pour Universal. The Ghost and Mr. Chicken a été réalisé pour 660 000 $ et a rapidement rapporté 5 fois ce montant. Puis est venu The Reluctant Astronaut 1967 qui a rapporté 1,5 million de $, 6 mois, soit presque le double de son coût. Il a enchaîné avec The Shakiest Gun in the West 1968. Ces films ont fait de Don plus qu'un simple type drôle de la télévision. Il est devenu un pilier du box-office. 1975, il s'est associé à Tim Conway pour The Apple Dumpling Gang de Disney. Le duo avait une alchimie parfaite. Leur slapstick idiot faisait rire les familles et le film a si bien marché que Disney a fait une suite 4 ans plus tard. L'humour de Don fonctionnait pour tous les âges. Même dehors d'Universal, il a prouvé qu'il pouvait être à la tête d'un succès. Ces films ont aidé Disney à rester au sommet du divertissement familial jusqu'au milieu des années 1970. À la fin des années 1960, Don Knotts n'était pas seulement une star de la télévision. Il était l'un des visages les plus célèbres d'Amérique. Les magazines voulaient des interviews, les studios voulaient sa signature. À un moment donné, il était parmi les acteurs comiques les mieux payés du pays. Si vous additionnez l'argent que ces films ont rapporté au fil du temps, ils ont rapporté plus de 500 millions de $ dans le monde entier. Don Knotts n'était plus seulement Barney Fife. Son charme nerveux pouvait porter tout un film. Son nom seul pouvait attirer les gens au théâtre, particulier dans le Midwest et le Sud. Les studios se battaient pour l'engager. Ils savaient ce qu'il apportait. Don Knotts a épousé sa chérie de l'université, Catherine Metz, 1947. À cette époque, il était inconnu, fauché, et essayait encore de comprendre où la vie le mènerait. Pendant 17 ans, Catherine est restée à ses côtés alors qu'il se frayait lentement un chemin dans le monde du spectacle. Mais juste au moment où tout s'est finalement mis place pour lui dans The Andy Griffith Show, tout a commencé à s'effondrer à la maison. 1961, Don a remporté son premier Emmy. Chunk 8. 1964, le mariage était terminé. Il était devenu l'un des visages les plus reconnaissables à la télévision. Mais le succès a eu un prix. Il élevait maintenant leurs 2 enfants, Thomas et Karen, tout faisant face aux exigences incessantes de la célébrité. Karen n'avait que 10 ans à l'époque. Derrière les sourires à la télévision, la réalité était loin d'être joyeuse. Le mariage s'est fissuré sous la pression et la vie personnelle de Don ne s'est jamais complètement remise. 10 ans plus tard, Don a retenté sa chance. 1964, il a épousé Laura Lee Chukna. Elle travaillait également dans le monde du spectacle et pendant un bref instant, les choses ont semblé stables. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Don avait toujours lutté contre ses nerfs. Mais pendant ce mariage, sa dépression et sa peur de la maladie sont devenues impossibles à ignorer. Certains jours, il restait au lit, convaincu qu'il allait mourir, même si les médecins ne trouvaient rien d'anormal.
Sa fille Karen a dit plus tard que ses humeurs pouvaient changer si soudainement. Même la famille ne savait pas à qui elle aurait affaire. Laura Lee a fait de son mieux pour le soutenir, mais la vie à huis clos était épuisante. Don avait toujours son charme public, mais privé. Son esprit était souvent ailleurs, dans un endroit plus sombre. Des murmures autour d'Hollywood laissaient entendre son état fragile, bien que peu de gens savaient à quel point cela affectait son mariage. Pourtant, Laurie est restée avec lui pendant certaines de ces années les plus difficiles, puis est venu le diagnostic qui a tout changé. 1979, on a dit à Don qu'il avait une dégénérescence maculaire. Il n'avait que 57 ans. À l'époque, il était plein retour arrière, jouant Ralph Furley dans Three's Company. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Sa vue baissait rapidement, et cela le terrifiait. Ses yeux faisaient partie de son identité. Ses larges expressions animées étaient ce qui faisait rire les gens. Maintenant, il avait peur de ne plus jamais revoir clairement les visages de ses enfants ou de lire un scénario sans aide. La peur le consumait. Laurel a dit qu'il avait commencé à parler d'une liste de choses à faire avant de mourir, comme s'il était à court de temps. Just Chunk 9, il a arrêté de sortir. Il évitait les miroirs. Il restait au lit pendant des jours. C'était comme regarder quelqu'un disparaître juste devant vous. De 1969 à 1983, la panique à l'idée de perdre la vue a tout dominé. Don a refusé la thérapie. Il a repoussé les gens. La maison s'est remplie de tensions et les disputes sont devenues une routine. Laura Lee est finalement partie 1983. Après 9 ans de mariage, elle a dit que sa peur de devenir aveugle les avait brisés. Même si la chirurgie a plus tard aidé à restaurer une partie de sa vision, il était trop tard pour réparer ce qui avait déjà été perdu. Le mariage avait été usé par des années d'anxiété et de silence. Cela a montré que même un homme connu, pour apporter de la joie à des millions de personnes, ne pouvait pas toujours conserver la paix dans sa propre maison. Curieusement, la même émission qui a coïncidé avec sa crise de santé a également relancé sa carrière. Don a rejoint Three's Company 1969 lorsque les Ropers sont partis et qu'un nouveau personnage était nécessaire. À 54 ans, Don est revenu sur le devant de la scène dans le rôle de Ralph Furley. Il a apporté de l'énergie et de l'absurdité à l'émission avec des tenues extravagantes et un timing comique parfait. Les jeunes publics l'adoraient, même s'ils ne connaissaient pas son travail antérieur. Après le départ de Suzanne Somers 1941, les 6 scénaristes ont donné plus de temps d'écran à Don. Il a comblé le vide sans effort. Au moment où l'émission s'est terminée 1984, il était redevenu une figure centrale d'un grand succès télévisé. Son rôle l'a fait entrer dans un nouveau chapitre, même s'il luttait contre la perte de vision coulisses. Pendant que les caméras tournaient, Don souriait et offrait des rires, mais hors caméra, il luttait plus que quiconque ne le réalisait. Lire les 6 scripts prenait plus de temps. Il ne reconnaissait parfois pas les visages sur le plateau. Avec le temps, il a dû renoncer à conduire. Il a gardé la plupart de ces choses cachées, de peur d'être étiqueté comme un handicap. Il a admis un jour à des amis qu'il craignait de perdre des emplois si les gens le découvraient. La vérité était brutale. Chunk 10. Sa vue le quittait, et avec elle, des parties de la carrière qu'il avait travaillé des décennies à construire. Pourtant, il s'est présenté, il a joué. Il a si bien porté le masque que même certains de ses collègues ne savaient pas ce qu'il traversait. Sa famille, cependant, a tout ressenti. Laurel Lee se souvenait que la maison était devenue silencieuse. Don parlait à peine certains jours. Karen a dit que ses humeurs changeaient si brusquement que personne ne savait quelle version de son père franchirait la porte. Il est devenu anxieux, distant, parfois colère. Ses amis ont également remarqué la différence. Il n'était pas aussi joueur pendant les répétitions. Il restait silencieux jusqu'à ce qu'il soit temps de jouer, puis il appuyait sur l'interrupteur. Après, il rentrait souvent chez lui épuisé. Pendant plus d'1 an, la dépression a plané sur tout. Pourtant, pour le public, il était toujours le visage attachant de la télévision, toujours souriant. Le contraste était déchirant. Finalement, il y a eu une percée.
Don a trouvé un spécialiste à Los Angeles qui travaillait sur une nouvelle procédure au laser. La chirurgie était risquée, coûteuse et encore à ses débuts, mais Don l'a fait. Cela a fonctionné. Les vaisseaux sanguins qui fuyaient dans son œil ont été traités et il a retrouvé une grande partie de sa vision centrale. Ce n'était pas parfait. Il n'a plus jamais lu de la même manière, mais cela lui a redonné son indépendance. 2 mois plus tard, il est retourné sur le plateau. Il a pleuré avec sa famille et a remercié les médecins qui l'ont aidé. Pour la première fois depuis des années, il regardait vers l'avenir au lieu de regarder arrière. Karen Knotts n'a pas grandi, connaissant toute la vérité sur le passé de son père. Des années plus tard, elle a découvert des choses qui ont changé sa façon de voir tout. Don Knotts, l'homme qui a fait rire l'Amérique pendant des décennies, avait grandi dans une maison remplie de peur. Dans les années 1920, à Morgantown, Virginie occidentale, Don vivait avec un père qui souffrait de schizophrénie et d'alcoolisme. Chunk, 11. Cette combinaison devenait souvent violente. Une nuit, son propre père l'a menacé avec un couteau. Don devait se faufiler devant le canapé juste pour se déplacer toute sécurité dans la maison. Ses frères aînés n'ont pas aidé. Parfois, ils se joignaient à lui. Il avait l'air pâle et maigre parce qu'il vivait dans une peur constante. Karen a dit que la maison semblait imbibée de cette peur. Son seul réconfort était un mannequin de ventriloque qu'il avait fabriqué à la main. Mais même cela était une évasion, pas une joie. Lorsque son frère aîné Sid est mort d'une crise d'asthme, cela a brisé quelque chose à l'intérieur de lui. Cette perte a laissé une blessure que Don a portée pour le reste de sa vie. Les découvertes de Karen n'ont pas seulement donné un nouveau sens à l'enfance de son père. Elles ont changé la façon dont les gens comprenaient Sus, la douleur derrière sa comédie. Même avec 5 Emmy et une carrière qui a duré plus de 50 ans, Don a quand même admis qu'il se sentait comme un échec. Il a dit un jour « Je me sentais comme un loser. J'étais malheureux la plupart du temps. » Pour le monde, il était une légende dans des émissions comme The Andy Griffith Show et Three's Company. Mais à l'intérieur, il était toujours ce petit garçon effrayé. Il est allé thérapie. Il s'est débattu avec la colère, parfois même contre Dieu. Il était toujours à la recherche de la paix, mais ne l'a jamais tout à fait trouvée. Son histoire a prouvé que les traumatismes de l'enfance ne disparaissent pas simplement avec le succès. Ils persistent, ils façonnent. Chaque partie de ce que vous devenez. À la maison, Don était très différent de l'homme que les fans voyaient à l'écran. Karen se souvenait de 2 versions de lui. La version joyeuse que les gens adoraient et celle qui tombait dans une profonde tristesse quand personne ne regardait. Enfant, elle devait l'aider à sortir de ses humeurs sombres. Elle a dit qu'elle agissait comme une mini-psy. Don portait de lourdes cicatrices d'avoir grandi avec un père violent et un frère alcoolique, mais il n'a jamais laissé cette obscurité atteindre ses propres enfants. Il était doux. Il était prudent. Chunk, 12. Il s'est assuré qu'il ne ressente jamais ce qu'il avait ressenti. La thérapie l'a aidé plus tard dans sa vie, mais le soutien de Karen a fait la plus grande différence. Sans elle, cela aurait été beaucoup plus difficile. 2002, Don a épousé Frances Yarborough. Il avait 68 ans. Ils s'étaient pas rencontrés près de 20 ans plus tôt, travaillant sur une sitcom appelée What a Country. Frances avait plus de 30 ans de moins, mais leur lien était profond. Elle lui a apporté du réconfort dans ses dernières années. À ce moment-là, sa santé déclinait. Il avait une dégénérescence maculaire et un cancer du poumon. Frances est devenue sa partenaire, son aide et son amie la plus proche. Leur vie ensemble était calme, mais pleine d'attention. Lorsque Don est décédé 2006, Frances a hérité de sa succession. Cela disait long sur l'importance qu'elle avait prise pour lui. Après toute la douleur de ses premières années, Don avait enfin trouvé la paix. Le diagnostic de cancer du poumon de Don est survenu au début des années 2000. Il avait arrêté de fumer plus de 10 ans plus tôt, mais ce n'était pas suffisant. Pourtant, il a affronté la maladie avec humour. C'est ce qui a rendu son histoire différente. Lorsque les médecins lui ont annoncé la nouvelle, il a fait une blague. Quand la chimio a cessé de fonctionner, il a fait rire sa famille.
Même quand il savait que le temps était compté, il n'a pas laissé. La tristesse gagnait. Il avait déjà survécu à une quasi-cécité. Il savait ce que signifiait se battre et il a continué à se battre avec des blagues. Alors que la maladie empirait et qu'il est rentré chez lui pour ses derniers jours, il a maintenu une ambiance légère. La comédie n'était pas seulement son travail, c'était sa façon de survivre. Karen était là dans ses derniers jours et elle s'est souvenue de quelque chose qui ne la quitterait jamais. Même alors que son corps l'abandonnait, Dawn a continué à faire des blagues. L'une d'elles l'a fait rire si fort qu'elle a dû quitter la pièce. Chunk 13. Elle était embarrassée, mais c'était aussi magnifique. Son père lui avait offert un dernier rire. La chambre d'hôpital s'est estompée et pendant un instant, il a semblé que tout allait bien. C'était son cadeau. C'est ainsi qu'il a dit Aurore « Au revoir ». Mais Karen n'a pas entendu sa dernière blague. Elle était sortie de la pièce. Et quand elle est revenue, il était trop tard. Elle l'avait manqué. Plus tard, elle a dit « J'aurais dû rester là et éclater de rire ». Ce moment est resté avec elle. Ce n'est pas le chagrin qui la hantait. C'était la chance qu'elle avait manqué de rire avec lui une dernière fois. Ce souvenir est devenu une leçon que même à la fin, il vaut la peine de s'accrocher au rire. Que parfois, la meilleure façon de dire au revoir est avec un sourire. Don Knotts est décédé le 24 février 2006. Il avait 81 ans. Le cancer du poumon et les complications respiratoires l'ont emporté, mais pas avant qu'il n'ait quitté le monde exactement comme il y avait vécu. Il était entouré de sa famille et de ses amis, dont Andy Griffith. Les infirmières se souvenaient de la façon dont il les avait fait rire, même à la toute fin. C'est qui il était. C'est qui il est resté. Un homme qui pouvait transformer la peur humour, la douleur performance. Un homme qui est parti non pas avec le silence, mais avec la joie.